qui viennent, on va rétrocéder le camp du 43e Bima à l'armée ivoirienne. L'armée française qui devait partir là, elle est où? Montrez-nous le départ de l'armée française. Montrez-nous le départ de l'armée française jusqu'aujourd'hui. Aucun départ. Aucun départ. J'aimerais dire à nos frères de l'AES, la création de votre monnaie est tarde. Est tarde. Parce qu'on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. C'est 2 pieds dedans ou c'est 2 pieds dehors. C'est ça la réalité. C'est 2 pieds dedans même. Vous avez une même monnaie qui est imprimée en Chamalières, en France. Cette monnaie-là, elle est contrôlée par l'État français. Tous les pays qui utilisent cette monnaie-là payent des impôts à l'État français, au trésor français. Et vous le savez très bien. Et vous continuez de manger cette monnaie. Une monnaie qui n'est pas convertible, qui n'est pas reconnue. Vous comprenez? Moi, j'ai un billet de 10 euros que vous voyez ici. Ce 10 euros finlandais, si je le prends et que je vais en France, je n'ai pas besoin de l'échanger. Je n'ai pas besoin de le convertir. Je donne dans une friperie ou bien peu importe, ils vont prendre. Parce que l'euro qui est mangé en France passe en Finlande, passe en Allemagne, passe dans tous les 28 pays de la zone euro. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, on a le CFA de la zone de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO. Il y a le CFA de l'Afrique centrale, donc du CEMAC. Et il y a le CFA des Comores. Et tous ces CFA-là ne sont pas convertibles. Ça veut dire, avec le CFA de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas aller au Bénin et au Cameroun et puis payer avec le CFA de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le même CFA. Et c'est la France qui fabrique ce CFA-là. Mais ils ont mis une barrière pour ne pas que les pays africains puissent commercer entre eux. Voilà, parce que si vous commercez entre vous, s'il y a des voies ferroviaires, etc., votre développement, bien entendu, va s'accentuer. Donc, ils ne veulent pas de ça. Ils ont mis une barrière. Le seul pays au monde habilité à changer le franc CFA, c'est la France. Mais elle échange comment? Seulement par transaction bancaire. Seulement par transaction bancaire. Ça veut dire que tu prends ton CFA, malgré que la France fabrique la monnaie. Tu arrives à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, avec tes CFA, ça va pourrir de ta poche. Tu vas au point d'échange à l'aéroport, tu veux changer ton CFA, c'est pas à eux que tu t'adresses, parce qu'ils ne reconnaissent même pas cette monnaie-là. Voilà le vol dans lequel nous sommes. Et vous voyez, comme votre monnaie n'est pas reconnue, votre monnaie africaine, comme elle n'est pas reconnue, vous avez des matières premières que vous avez envie de vendre, que vous devez vendre pour la suivi de vos États. Et donc, quand vous voulez vendre le seul pays au monde habilité à faire, d'accord, la négociation, à marchander entre vous et ceux qui veulent acheter vos produits, c'est la France. Et donc, ces démarcheurs-là, qui sont les Français, ils ont 55% sur tous les produits que vous allez vendre. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Ça veut dire que quand tu veux vendre ton cacao aux États-Unis, c'est eux qui vendent ça pour toi. Et ils ont 55% d'office sur tous les produits d'exportation. Mais la France a colonisé combien de pays? Plus de 14 pays africains. Et imaginez 14 pays africains qui, bien entendu, exportent les matières premières. Et c'est la France qui vend. Et sur chaque, d'accord, transaction, elle a 55%. Maintenant, les autres pourcents, 45 là, elle fait quoi? Elle ne vous donne pas. Elle a ouvert un compte d'opération au niveau de la Banque de France. Et dans ce compte d'opération-là, elle met votre argent. Et vous savez ce qu'elle fait? Avec cet argent-là, qui vous appartient logiquement, elle regarde, en Côte d'Ivoire, on a besoin d'eau potable dans la ville de Gagnoa. Je donne crédit. Je donne crédit 100 milliards à la Côte d'Ivoire. Oh, au Togo, on a besoin de temps. Je donne crédit 100 milliards au Togo pour construire des écoles. Avec ton argent, on t'endette. C'est-à-dire que tu as vendu tes produits. Tu n'as pas vu l'argent de ton produit. Et on prend ton argent pour venir t'endetter. Voilà dans quoi on est depuis des décennies. Voilà dans quoi on est depuis des décennies. Ça va continuer jusqu'à quand? Ça va continuer jusqu'à quand? Et donc, que la France arrête ce qu'elle est en train de faire au Bénin. J'aimerais dire à l'armée béninoise, si vous avez renoncé, si vous avez abdiqué dans ce dans quoi vous êtes,
vous serez tous éliminés. Ils vont tous vous éliminer. Actuellement, où vous êtes là, vous êtes dos au mur. Voilà comment on dit, à la guerre, comme à la guerre. Vous êtes dos au mur. Soit vous libérez le peuple béninois de ce joug néocolonial et de la dictature fascisante de, comme on appelle ça, de Patrice Talon. Soit, vous-même là, vous allez mourir, tout simplement. Parce qu'ils ne vous laisseront pas. Ça fait la deuxième fois que vous essayez de faire une telle action. Et Patrice Talon ressurgit après pour venir, qui est celui le président. Quelqu'un qui était en exil, pour qui on a combattu Boni Yayi. Ce Patrice Talon, votre président là, il nous a contactés à l'époque pour qu'on fasse sa communication quand il était à Paris en exil. On a attaqué Boni Yayi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Boni Yayi? Que c'est inconcevable qu'un Africain mais envoie son propre frère africain à l'étranger et l'interdise de rentrer dans son pays d'origine. On a traité Boni Yayi de tous les noms. On a traité d'empereur, sa majesté. Mais regardez votre gars là. Depuis combien d'années il est au pouvoir? Regardez son comportement. Regardez son comportement. Tout ce que j'aime chez les Béninois, ils sont très propres. Non, je le dis. Le Bénin est 100 000 fois plus propre que la Côte d'Ivoire. Je les respecte. En termes de propreté. Mais ils étaient propres avant que Patrice Talon arrive. Les Béninois là, ils étaient propres avant que Patrice Talon arrive. Et on parle de construction de routes. En endettant, en surendettant le Bénin. C'est la même politique que Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour légitimer le crédit qu'ils prennent au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Parce que ces institutions bancaires ont été créées pour vous mettre dans un système de dépendance. Pour ne pas, chers camarades, que vous soyez affranchis. Quelqu'un qui est toujours endetté, quelqu'un qui est toujours sous le courroux de la dette, est-ce qu'il est un homme libre? Est-ce qu'il est un homme libre? Quand tu ne peux pas payer ta dette, qu'est-ce qu'on fait? On vient hypothéquer tes biens. C'est ça la réalité. Donc, Patrice Talon et Ouattara sont deux spécimens à la solde de ces institutions bancaires pour permettre aux Africains de ne pas respirer. Et on vient vous distraire. Non, on a mis goudron. Mais si vous aimiez tellement les Africains et que le goudron était tellement parfait, on n'allait pas mettre 7 péages. 7 péages, même sur les routes qui ne sont même pas des routes, des autoroutes, on met péage. Daloa, Bonois et Daloa, Bonon, jusqu'à Yamsokro, on met péage. Alors que ces routes-là existaient à l'époque. Et c'est des routes simples, ce n'est pas des routes qui sont des autoroutes. Mais on met des péages. Même pour aller à Nibilekro, Ouattara a mis péage. Et on nous dit qu'on a fait goudron. On a créé un système pour voler le peuple de Côte d'Ivoire. Pour voler le peuple béninois. Et tous ceux qui en profitent, c'est qui? Eux, les enfants. Et la France qui les a installés au pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais dire aux Béninois, il faut soutenir votre armée. C'est vrai qu'on a dit qu'on n'est pas pour le coup d'État. Mais les coups d'État sont aussi conditionnels. Les coups d'État ne sont pas seulement militaires. Les coups d'État sont aussi conditionnels. Vous comprenez? C'est parce qu'en Europe, les Occidentaux respectent la loi qu'il n'y a pas de coup d'État en Europe. Quand un chef d'État est élu et qu'il doit faire 2 mandats en Europe, il le fait et il s'en va. La preuve, Barack Obama est parti. La preuve, Donald Trump est parti. Il n'est pas venu par un coup d'État. Il s'est fait réélire par le peuple américain. Mais chez nous, on change la constitution. On modifie la constitution. Et vous voyez ce que ça donne. Donc, les coups d'État sont un salut pour le peuple africain face à cette dictature grandissante qui ne fait que prendre de l'ampleur dans nos États. C'est ça la réalité. Donc, des gens comme Denis Sassou Nguesso, Fonya Simbe, il s'appelle comment ce gars-là, Alassane Dramane Ouattara, tous ceux-là, c'est les gens qui ont un mal pour le continent africain. Pour le continent africain. Ils ont tellement fait mal aux gens, ils ont tellement des morts dans les placards qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir, c'est fini pour eux. Ils vont aller en prison ou ils craignent des représailles. Malgré toute la garantie qu'on peut leur donner, ils ont peur. Parce que c'est les gens qui ont régné dans le sang et qui ont fait des rébellions pour venir au pouvoir. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi on vous demande de diriger avec la crainte du Christ. La crainte de Jésus-Christ. Mais non seulement vous avez rejeté Jésus, vous avez épousé des dieux qui ne sont pas nos dieux. Vous avez épousé la franc-maçonnerie.
des religions importées, comme si la malédiction de l'Éternel, elle n'était pas suffisante. Parce qu'à l'époque, nous sommes détenus de lui. Il a permis à ce que des Occidentaux arrivent sur le sol africain avec des bateaux pour nous prendre, pour nous envoyer dans les plantations, pour nous contraindre bien entendu à travailler. C'est ça la réalité. Mais ça ne suffit pas. Vous avez décidé d'épouser volontairement d'autres cultures, d'autres obédiences et d'autres dieux, d'autres faux dieux. Parce qu'il n'y a pas de Dieu en dehors d'Elohim. Il n'y a aucun Dieu sur la terre et partout dans les eaux, dans le ciel, en dehors d'Elohim. Vous comprenez? Votre soi-disant Dieu, c'est un trompeur. Voilà pourquoi vous trompez le peuple. Voilà pourquoi vous êtes des menteurs. Donc j'aimerais dire à l'armée béninoise, quand on rentre au Bénin, il y a la statue des femmes d'Ahomey. On les appelle, comment on appelle ça, à l'époque de Béhanzin. C'était des femmes qui ont libéré le Bénin. Vous comprenez? Si des femmes ont pu libérer le Bénin, elles étaient face aux Français hier. Ah oui, elles étaient face aux Français hier. À l'époque, il n'y avait pas Kalash. C'est un coup de poing et un machette. Elles se sont défendues. Et elles ont libéré le Bénin. Un pays qui n'est pas africain, un pays qui est à l'étranger, à 6000 km, lui va venir avec ses hélicoptères. Là où l'armée prend ses responsabilités, lui il va venir vous dire, non, c'est lui l'enlevé. Par rapport à quoi? Mais j'aimerais vous poser une question. Africain, qui êtes-vous véritablement? Parce qu'on ne peut pas avancer si vous ne vous connaissez pas vous-même. Ou si vous ne connaissez pas votre importance dans la vie que vous menez sur la terre. Êtes-vous des sujets des Français? Êtes-vous des esclaves des Français? Êtes-vous des sous-hommes? Mais pourquoi c'est vous qu'on doit toujours malmener? C'est vous qu'on doit toujours piétiner, guider. Comme si les Français avaient un degré de supériorité sur vous. Je ne comprends pas. Je refuse. Donc si tu ne te connais pas toi-même, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Il faut te connaître toi-même. Qui est Macron pour venir vous imposer, lui, ses idéaux ou son calendrier? Quand les Français découvrent du pétrole dans les sous-sols, c'est les Béninois qui vont exploiter ce pétrole-là. Quand ils découvrent de l'or dans les sous-sols, c'est les Béninois qui vont exploiter l'or là. Mais pourquoi c'est le contraire chez nous? Vous allez vous réveiller quand? Dieu vous a donné ce tort pour vous occuper de vos populations. Dieu vous a donné du pétrole, du manganèse, une richesse naturelle pour vous occuper de vos populations. Mais vous êtes les plus malheureux sur la terre. Vous êtes les plus hideux sur la terre. Et jusqu'à quand on va laisser faire? Nos enfants n'ont pas droit au bonheur. Nos parents n'ont pas droit au bonheur en Afrique. Le même bonheur qu'on a en Occident là, ils n'ont pas droit à ça en Afrique. Jusqu'à quand vous allez continuer à laisser ceux-là venir piller vos ressources? L'Afrique est à un tournant. Plus personne ne peut faire semblant. Plus personne ne peut regarder ailleurs. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse les discours officiels, dépasse les communiqués protocolaires et les promesses diplomatiques. Ce sont les fondements mêmes de notre souveraineté qui sont questionnés. Quand des voix africaines s'élèvent pour dénoncer des zones d'ombre, des incohérences et des silences troublants, ce n'est pas du bruit. C'est le cri d'une conscience continentale qui se réveille. Et ce réveil dérange, parce qu'il oblige chacun à regarder la vérité en face. Les propos de Johnny Pacheco s'inscrivent dans cette dynamique. Il ne s'agit pas ici de juger une personne, ni de distribuer des condamnations hâtives. Il s'agit de comprendre le message politique de fond. Quand il met en doute la réalité du départ annoncé de forces étrangères, il soulève une question profondément africaine, celle de la transparence. La première leçon pour l'Afrique, c'est qu'aucun peuple ne peut construire sa liberté sur le flou. Quand une information concerne la souveraineté, la défense ou la présence militaire étrangère, elle ne peut pas rester dans l'ambiguïté. Le silence nourrit la méfiance. L'opacité nourrit la colère. L'Afrique doit comprendre qu'un État fort se construit d'abord par la vérité dite au peuple. Dans cette réflexion, une voix collective comme quelle leçon pour l'Afrique trouve tout son sens. Non pas pour accuser, mais pour éclairer. Non pas pour diviser, mais pour aider à comprendre.
Car chaque fois qu'un citoyen doute, ce doute révèle une fragilité dans le lien entre gouvernant et gouverné. Et cette fragilité est une alerte. L'Afrique ne doit plus mépriser ses propres alertes. Lorsque Johnny Pacheco évoque la question monétaire et appelle les pays de l'AES à accélérer la création d'une monnaie propre, il touche à un sujet extrêmement sensible, la maîtrise de l'outil économique. La leçon fondamentale pour l'Afrique ici est simple mais puissante. Il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire. Aucun pays ne peut prétendre à une indépendance totale si ses mécanismes financiers restent dépendants de décisions extérieures. Toutefois, il est essentiel de le dire avec responsabilité. Toute transition monétaire doit être réfléchie, structurée, progressive. L'Afrique doit apprendre que la souveraineté n'est pas un saut dans le vide, mais un chemin construit avec méthode. Le débat sur le franc CFA, sa convertibilité, ses mécanismes et ses limites, met en lumière une autre leçon majeure, l'intégration africaine reste inachevée. Comment un continent peut-il parler de marché commun, de libre circulation, de fraternité économique, si ses propres monnaies ne circulent pas librement entre pays voisins? Ce paradoxe est une blessure ouverte dans l'économie africaine. Et cette blessure enseigne une vérité dure mais nécessaire. L'Afrique ne peut pas se développer dans la fragmentation. Elle doit apprendre à bâtir ses propres ponts, ses propres routes, ses propres rails, ses propres circuits commerciaux internes. Quand il est question des matières premières africaines, un autre miroir est tendu face au continent. Les ressources naturelles ne doivent pas être une malédiction. Elles doivent être un levier de transformation. La grande leçon ici, c'est que vendre brut, sans transformation locale, condamne l'Afrique à rester dépendante. Un continent riche ne peut pas rester pauvre éternellement, sauf s'il accepte de ne pas contrôler la chaîne de valeur de ses propres richesses. Ce constat n'est pas un appel à la haine, mais un appel à la lucidité. La lucidité est l'arme des peuples matures. Dans les propos analysés, il y a aussi une colère contre l'endettement, contre les mécanismes de financement internationaux, contre les logiques d'emprunt perpétuel. Ici encore, la leçon pour l'Afrique est claire. La dette ne doit jamais remplacer la vision. Emprunter pour investir stratégiquement est une chose. Emprunter pour survivre est une autre. L'Afrique doit apprendre à bâtir des économies de production avant de devenir des économies d'endettement. Elle doit sortir de la logique de survie pour entrer dans la logique de construction. Le discours critique à l'égard de certains dirigeants africains révèle une fracture de confiance. Cette fracture n'est pas née du jour au lendemain. Elle est le résultat de décennies de promesses non tenues, de rêves étouffés, de jeunesse sacrifiée. La leçon profonde pour l'Afrique ici n'est pas de haïr ses dirigeants, mais de renforcer ses institutions. Un continent ne se sauve pas par des hommes forts, mais par des systèmes solides. Là encore, quelle leçon pour l'Afrique incarne cette réflexion collective qui pousse à penser plus loin que les émotions? Quand la question des changements de constitution et des limites de mandat apparaît, elle révèle une réalité. Le respect de la règle est la base de toute démocratie. La leçon pour l'Afrique est simple, mais exigeante. On ne construit pas un État moderne en modifiant les règles à chaque difficulté. La stabilité politique ne naît pas de la peur, mais de la confiance dans des institutions respectées par tous. Ce qui traverse l'ensemble de ces propos, c'est une quête identitaire profonde. Qui sommes-nous? Que voulons-nous pour nos peuples? Pourquoi acceptons-nous certaines situations que d'autres régions du monde refuseraient? Ce questionnement n'est pas une attaque contre qui que ce soit. C'est un appel à la dignité. Et la dignité est au cœur de toute renaissance africaine. Il faut le dire sans détour, le malaise que traduisent ces paroles ne naît pas du vide. Il est le produit d'une histoire complexe, douloureuse, marquée par la dépendance, les compromis forcés et parfois les renoncements volontaires. Mais l'histoire n'est pas une prison, elle est une leçon. Et la première leçon pour l'Afrique est de transformer la mémoire en force, et non en rancœur. Se rappeler ne doit pas servir à nourrir la haine, mais à construire la vigilance. L'idée que certaines structures économiques internationales maintiennent des pays africains dans un cycle de dépendance doit être abordée avec sérieux. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une question de gouvernance. La leçon ici est que l'Afrique ne doit plus être seulement un espace d'extraction, mais un espace de création de valeur, d'innovation et de transformation locale. Tant que la richesse quitte le sol africain sans être transformée par des mains africaines, le continent restera fragile. Dans cette montée de conscience, la voix symbolique de quelle leçon pour l'Afrique apparaît comme un fil conducteur. Non pas comme un tribunal, mais comme une conscience collective qui interroge, qui éclaire, qui alerte. Ce type de voix rappelle que le rôle du citoyen africain ne se limite pas à voter, mais aussi à comprendre, à questionner et à exiger la cohérence. Quand il est question des infrastructures, des routes, des péages, des projets financés par la dette, une autre vérité apparaît. Le développement ne se mesure pas seulement en béton, en goudron et en kilomètres de route. Il se mesure en dignité,
en accès équitable aux services, en réduction réelle des inégalités. La leçon ici est que l'Afrique doit dépasser le développement de façade. Elle doit viser un développement humain, pas seulement visible. Le rapport entre gouvernés et gouvernants traverse une crise profonde. Ce n'est pas une crise africaine, c'est une crise universelle, mais elle prend en Afrique une intensité particulière. La leçon que le continent doit en tirer est que la légitimité ne se décrète pas, elle se construit chaque jour, par des actes concrets, par le respect, par l'écoute. Un pouvoir qui ne s'écoute plus finit toujours par se fragiliser. La question de l'armée et de son rôle dans l'histoire politique africaine appelle une grande prudence. Il ne s'agit pas de glorifier des ruptures violentes, ni de justifier l'instabilité. La leçon pour l'Afrique est que la vraie stabilité ne repose pas sur la force, mais sur la justice. Là où la justice fonctionne, les armes se taisent. Là où la justice recule, les tensions naissent. C'est une loi humaine, pas seulement africaine. Derrière les propos parfois excessifs, maladroits ou émotionnels, il y a une vérité humaine, le sentiment d'humiliation collective. Ce sentiment ne peut pas être ignoré. Il doit être entendu, compris et transformé. La leçon ici est que l'Afrique doit guérir ses blessures invisibles, celles de la mémoire, du respect, de la reconnaissance. La question religieuse et spirituelle, évoquée dans le discours, révèle un autre niveau de crise, la perte de repères. Quand un peuple ne sait plus ce qui le guide, il devient vulnérable. La leçon pour l'Afrique est que la spiritualité doit être un espace de paix, de cohésion et de responsabilité, et non un outil de division. Les références aux peuples qui se lèvent, aux femmes d'hier qui ont résisté, aux figures historiques, rappellent une chose essentielle. L'Afrique n'est pas un continent faible. Elle a résisté, elle a combattu, elle a survécu. La leçon est que le courage africain ne doit pas se transformer en chaos, mais en discipline, en organisation et en vision. Ce texte n'est pas une accusation. C'est un miroir tendu au continent. Et ce miroir ne montre pas seulement les failles, il montre aussi le potentiel. Il montre des peuples capables de se réveiller, de réfléchir, de refuser l'injustice sans sombrer dans la haine. C'est là que réside la force de l'Afrique.